Bonjour à tous. Madame la Présidente, Hélène, et tous les collègues qui ont organisé ce séminaire, bonjour. Désolé de ne pas pouvoir être des vôtres physiquement, mais je suis très heureux d'être parmi vous par les moyens télématiques au moins. Voilà, je suis très heureux d'avoir été convié à ce colloque de la Société des hispanistes en qualité d'inspecteur général d'espagnol. Alors, Caroline Pascal, qui est la chef de l'inspection générale de l'enseignement, du sport et de la recherche, de l'IGSR, sera avec vous cet après-midi. N'ayant en plus libéré ce matin, elle sera là évidemment également comme hispaniste, bien entendu. Mais je le répète, la présence de l'inspection générale parmi vous est un honneur et une grande joie. Et cette participation de l'inspection générale est, je crois, le signe d'un réel partage de points de vue, en tout cas partage de réflexion sur de nombreuses questions. Et il faut se féliciter de ce travail de réflexion, de travail commun de réflexion, mise en œuvre entre universités d'une part et scolaires d'autre part, qui sont évidemment à penser ensemble, ou du moins comme un continuum. Nous nous connaissons depuis longtemps, Hélène. Je crois que notre première rencontre a eu lieu justement dans un concours de recrutement, il y a une vingtaine d'années certainement. Et je sais, malgré l'opacité des écrans, que beaucoup de collègues universitaires dont j'ai pu faire la connaissance ici ou là, et en particulier dans les concours, sont présents et je les salue très amicalement. Je crois que ce dialogue que nous avons et qui m'a personnellement toujours convaincu est de nature à maintenir la haute qualité que nous souhaitons tous donner au concours de recrutement des professeurs à l'éducation nationale et auxquels l'université prépare. Et évidemment, je salue mes collègues de cette table ronde, Bernard Arbor et Eric Fiesbach, qui je crois sont en direct, eux. Mais voilà, alors je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment nous procédons, est-ce une table ronde, des échanges, voilà. Moi, je peux bien commencer, si vous le souhaitez, par présenter ce qu'est l'enseignement de l'espagnol en amont de l'université pour bien comprendre un certain nombre de choses. Mais je laisse peut-être mes collègues se présenter au préalable. Comment voulez-vous que nous procédions ? Comme je reprends la parole, excusez-moi. Comme il y a ce mode hybride qui est un peu difficile à gérer avec les micros, il serait peut-être préférable que tu prennes la parole en premier et qu'ensuite il y ait une prise de parole à tour de rôle avant de passer à des questions, à des échanges, à des remarques, à des commentaires. D'accord. Je reprends le micro et tu as la parole. Merci, Emmanuel. Oui, j'avais pensé qu'un panorama, enfin c'est peut-être un bien grand mot, mais de l'enseignement de l'espagnol en amont de l'université pouvait éclairer aussi certains de nos invités. L'espagnol, comme langue vivante, il faut le dire, est une discipline qui se porte bien et qui est en très bonne santé même. À l'école, au collège, au lycée, l'espagnol est très présent. Aux côtés de l'anglais, dont l'effectif est évidemment le double de celui de l'espagnol, mais l'espagnol est la deuxième langue vivante enseignée et apprise depuis plusieurs décennies. Et son succès ne faiblit pas. Il se consolide même et affiche une santé presque insolente au regard d'autres langues qui malheureusement peuvent éprouver la difficulté parfois à maintenir des effectifs. On évoque souvent l'allemand. L'allemand, oui, c'est 4 fois, c'est un effectif 4 fois moindre que celui de l'espagnol. Et je disais malheureusement, parce qu'il nous faut absolument prôner le plurilinguisme, le développement
de toutes les langues, celles de nos pays voisins, cela va de soi, mais aussi des langues moins enseignées chez nous, hein, mais qui doivent absolument trouver leur place. Et le groupe des langues vivantes à l'inspection générale, qui est le groupe d'ailleurs qui réunit le plus d'inspecteurs et d'inspectrices généraux, travaille justement au développement et à la promotion de toutes ces langues vivantes. Hein, et nous avons donc aux côtés des inspecteurs généraux d'anglais, d'espagnol, d'allemand et d'italien qui sont en charge des langues numériquement les plus diffusées. Nous avons un inspecteur pour le chinois, un pour le japonais, un autre pour le turc, un autre pour les langues scandinaves, le polonais, l'hébreu, le néerlandais, le portugais, un pour le russe également, un pour les langues régionales également, les langues de France. Hein, entendons le catalan, le corse, le breton, l'occitan, les créoles, l'alsacien, le basque, le tahitien, le kanak, bon, j'en oublie peut-être, mais bon, il y a évidemment peu de locuteurs et peu d'élèves pour certaines de ces langues, mais elles existent bien et continuent de vivre dans l'enseignement scolaire. Et l'espagnol, dans l'enseignement scolaire français, c'est presque 3,5 millions d'élèves en France. Hein. C'est 20 000 professeurs du public, c'est considérable. Hein. C'est un enseignement dès le premier degré, dès l'école primaire, après une longue absence ou enfin une éclipse, mais avec une proportion certainement très faible au regard de l'anglais, bien sûr, qui est mis en avant surtout depuis le plan langue, mais décidé par le ministre, mais l'espagnol existe bien dans le premier degré. Et alors, les effectifs au collège, quand on arrive au collège, forment le très fort volume en LVB, en deuxième langue, LVB, en cinquième, en quatrième, en troisième, et évidemment au lycée général et technologique, et dans la voie professionnelle, en seconde, en première, en terminale, très souvent en LVB là aussi, mais aussi dans des sections spécifiques, telles que les sections binationales Bac-Bac, et des sections européennes, des sections internationales espagnoles aussi, disons-le, qui sont des sections à double délivrance de diplômes, le baccalauréat d'un côté, puis le título de bachiller d'autre part. Ce sont des diplômes de fin d'études secondaires à haute valeur ajoutée, hein, puisque les élèves poursuivent un niveau B2, voire C1 ou au-delà, hein, qui, naturellement, pour les études supérieures et tout emploi en lien avec l'étranger, par exemple, voit une reconnaissance de ce niveau de compétence très élevé, hein, le plus élevé qu'on puisse obtenir en milieu scolaire. Hein. Donc, ces deux enseignements que je citais, le Bac-Bac et les enseignements de section internationale, par exemple, sont assurés par des professeurs au profil spécifique et concernent la langue espagnole et la culture espagnole et hispano-américaine. Bon, c'est la littérature qui, vous le savez, sont au centre de ces enseignements, mais aussi l'histoire et géographie, hein, et la langue, évidemment, hein, puisque ce sont des cours que les élèves reçoivent en espagnol dans ces deux domaines. Et sur la base d'un programme limitatif qui est régulièrement renouvelé. À ce sujet, des évolutions concernant la section internationale dans ce cycle terminal, ces premières et terminales, sont en cours. Et vous aurez sans doute peut-être entendu parler de la mise en place pour la rentrée 2022 du BFI, du baccalauréat français international, qui renforcera encore les enseignements de section internationale, non plus seulement sur le langue, si je puis dire, sur le plan de la langue et de la littérature et de l'histoire et de la géographie, mais cette fois sur un volet élargi aux grandes questions, aux grands enjeux actuels du monde hispanique. Bon, je ne développe pas, mais vous constatez donc que l'espagnol est au cœur de tous les dispositifs linguistiques du secondaire et que la vision
plurilingue et aussi pluriculturel qui nous guide depuis toujours dans l'enseignement n'empêche pas l'espagnol de trouver un succès qui reste considérable d'année en année. Alors, j'apporte ces éléments et ces indications, quelques indications chiffrées du scolaire pour les mettre en lien avec le sujet qui nous occupe évidemment, à savoir les concours préparés à l'université. Parce que c'est sans doute de la palissade, mais les uns n'existent pas sans les autres. Et il faut corréler évidemment le succès des concours au succès de l'apprentissage de l'espagnol dans le secondaire. Voilà. Pour ce qui est des concours de recrutement, ils sont aussi en bonne santé. Il ne faut pas perdre de vue que le bon maintien des effectifs de candidats au concours et au concours au pluriel dans la durée et le maintien également du nombre de postes, voilà, ce sont des éléments essentiels. On a des aléas forcément observables vers le haut, vers le bas, mais bon an, mal an, les concours gardent une forte attractivité, gardons-le à l'esprit. Hein. Bon, il y aura une baisse sans doute en 2022 qui sera conjoncturelle liée à une évolution des maquettes, mais globalement, nous avons voilà, une bonne santé de nos concours. Voilà, chacun de ces concours a sa spécificité, je dirais, son public. Hein, les candidats aux différents concours sont très différents. Hein, l'agrégation interne accueille le plus souvent hein, des professeurs en poste dans le secondaire. La moyenne d'âge, nous le savons, est aussi plus élevée qu'au CAPES externe, qui lui accueille de nombreux étudiants en fin de cycle. Les candidats, l'interne, sont souvent au milieu d'un parcours professionnel. Hein, et le concours leur apporte, entre autres choses, la possibilité d'une expertise améliorée, de leur pratique, mais c'est aussi une promotion sur le plan de la carrière, hein, cela va sans dire. Mais ces concours, en particulier l'agrégation, les agrégations, leur obtention leur donne souvent accès à des enseignements pointus, plus pointus. Tout à l'heure, j'évoquais Bac et section internationale. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, d'être agrégé. On peut très bien être certifié de très bon niveau, mais l'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles, au CPGE, passe souvent voilà, par l'obtention de l'agrégation. Voilà. Je passe la parole peut-être à mes collègues et puis je peux revenir ultérieurement sur la question du volet professionnel, par exemple, ou du niveau des concours, des épreuves, si vous le souhaitez. Voilà, c'est à votre convenance. Merci beaucoup, Yann. Je peux donc céder avec grand plaisir la parole à Bernard Darbord, ancien président du jury. Merci beaucoup, cher Emmanuel, et merci aux précédents intervenants, au pluriel, Yann Perron, l'inspecteur général, et puis également j'ai écouté l'expérience de nos jeunes agrégés, lauréats au concours, et ils m'ont rappelé beaucoup de choses qui m'ont concerné, montrant quand même une certaine continuité du concours et une permanence de sa mission. Je me permets de vous dire que je me suis présenté à l'agrégation d'espagnol en 1970, un an avant le succès de M. Sarkigny. Et donc, ayant eu la chance d'être reçu dès ma première tentative, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière d'enseignant. Mais, comme beaucoup le savent, je n'en ai pas fini avec le concours, car je fus membre du jury à plusieurs reprises, ce qui m'a permis peut-être
de mesurer l'évolution de l'épreuve. J'ai en effet été membre du jury de 1994 à 1997, pardon, de 74 à 77, 94, 97, 20 ans, donc c'était intéressant quand même. Et puis ensuite, comme ça a été dit, j'ai présidé ce jury entre 2008 et 2011. Alors, puisqu'on a eu la gentillesse de m'inviter, de me demander mes impressions, mon regard sur l'agrégation, je voudrais vous exposer très simplement et un peu en désordre quelques pensées qui me viennent. D'abord, un peu d'histoire. Je parlais un peu de l'exposé de Bernard Sacchellini tout à l'heure. Les collèges royaux. L'agrégation, le terme d'agrégation est antérieur à 1808. Il date du temps du roi Louis XV. C'est à ce moment-là qu'un concours de recrutement intéressant l'université, c'est-à-dire l'ensemble des collèges royaux, a été créé. Le recrutement date au fond du XVIIIe siècle. Et après, sous l'Empire, il y a eu un concours de l'agrégation plus finalement correspondant mieux à ce qu'il est encore aujourd'hui. Donc, quand on dit agrégé de l'université, on a longtemps dit, monsieur ou madame Attel, agrégé de l'université, ça ne voulait pas dire agrégé formé par l'université, ça voulait dire recruté pour donner des cours dans les lycées et collèges. Et le terme agrégé de l'université s'est maintenu, il n'est plus employé, mais quand je suis présent à l'agrégation, je me dis, voilà, je vais être agrégé de l'université. Voilà. L'agrégé, c'est comme recrutement. Alors, je suis professeur d'histoire de la langue, dans l'agrégé, il y a grex, gregem, on est recruté, on est attaché à ce qui est, entre guillemets, un troupeau, c'est le sens de troupeau, l'ensemble des professeurs. Alors, une première impression, justement, nos jeunes collègues ont parlé de leur expérience, de leur cursus universitaire, mais moi, justement, quand je passais ma licence, il se trouvait que mon père était membre du jeu de l'agrégation, donc j'étais vraiment très intéressé, et puis je lisais les rapports du concours qui paraissaient tous les ans. Alors, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais ces rapports, ils me déprimaient énormément à l'époque, parce que d'un côté, le concours me paraissait extrêmement difficile, mais de l'autre côté, ce qu'ont rapporté les professeurs, et c'est assez déprimant. Alors, le niveau baisse. On a toujours dit, alors, depuis 1808, dans tous les rapports, on a toujours observé le niveau baisse. Alors, donc je ne sais pas où on en est là, maintenant, mais je me demande si ce n'est pas plutôt du cognitif, une impression des professeurs qui font compare peut-être leur niveau avec le niveau de chercheurs, d'étudiants plus débutants, mais j'étais désolé parce qu'en plus, ils nous disaient ces étudiants qui ne savent pas la différence entre le CL et le STAL, ils ne font pas comprendre dans ces temps. Ouais, je me forçais de la pratiquer, mais je me sentais très. C'est pour cela, oui, c'est pour cela que je crois que depuis quelques décennies maintenant, le jury essaie d'être plus constructif en élargissant l'éventail des notes d'abord et en donnant des conseils vraiment concrets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lire un rapport de concours est une expérience meilleure, plus enrichissante peut-être qu'elle ne l'était de mon temps. Voilà. Un autre point qui n'a pas encore été abordé, je crois, concerne la mixité. Alors, je l'ai bien expérimenté moi-même parce que quand j'ai passé l'agrégation, il y avait un concours masculin et un concours féminin. Et c'est en 1975
alors que j'étais au concours, qu'on a réuni les deux concours et le concours est devenu mixte. Auparavant, il faut reconnaître que les garçons étaient extrêmement favorisés puisque ils avaient un nombre de postes pas loin d'être égal, très légèrement moins élevé, mais enfin. C'est en 1975, une date à retenir, qu'un seul concours a été institué sous la présidence de Paul Guinard, de monsieur. Alors, petit à petit, je dirais, le concours s'est réformé tout en conservant ses traits essentiels. Alors, un point essentiel, c'est que les épreuves ont tendu à se réduire en nombre inexorablement. Donc, il faut faire très attention. Il y avait alors, M. Salpitini en a parlé tout à l'heure, il y avait à mon époque une épreuve obligatoire de portugais, une épreuve obligatoire de latin, alors qu'aujourd'hui, on choisit, on peut choisir également le catalan. Voilà, je crois qu'il y avait 7 épreuves à l'oral de mon temps. Le catalan manquait à l'appel. Et puis, il y avait à l'oral donc ces 2 épreuves qui finalement se sont maintenues, peut-être en évoluant, une épreuve d'explication de texte littéraire et une épreuve dite, alors on l'appelle la philologie. Philologie, aujourd'hui on dit linguistique, et comme l'a très bien dit M. Salpitini tout à l'heure, l'épreuve de philologie faisait la part belle à la phonétique et à la morphosyntaxe, je dirais diachronique, l'évolution. La distinction entre le son littéraire et le son de civilisation n'avait pas encore germé dans l'esprit des membres du jury. Au fond, je le dis à mes collègues, l'épreuve d'explication de texte, c'est celle qui n'a pas trop bougé et qu'on la retrouve au CAPES. Et je crois que c'est heureux car elle permet de montrer des qualités de compréhension, de lecture, d'exposition, d'explication et je dirais de persuasion. Elle est une façon de montrer qu'on sait repérer dans un document les traits les plus pertinents et qu'on sait en faire profiter son public. Alors, le public, c'est soit une commission très sérieuse de membres du jury ou alors une classe dans l'expérience de tous les jours. Tout cela, je crois, est formateur. Au fond, ce qui est important dans cette épreuve, je crois, c'est qu'il s'agit de convaincre, je dirais presque rhétoriquement, tout le monde, et dans l'immédiat, donc les 4 juges de la commission. C'est jamais gagné. Et j'ai pu observer, comme membre et comme président, combien, c'est pour ça que je dis que cette épreuve est la plus difficile de concours, elle est le lieu de beaucoup de discussions entre les membres de la commission. Elle fait comprendre les limites d'une communication réussie. Quand on s'adresse à quelqu'un, l'autre comprend 50%, 60%, 90%, 95% de ce qui a été dit, mais jamais 100%. Et ça, les limites de la communication, mon maître Bernard Potier me l'a souvent fait observer. Il vaut donc le savoir, et quand on est candidat, donc toujours reprendre, répéter, illustrer, voire paraphraser sa pensée avant de passer au point suivant. L'épreuve de linguistique, certainement, a évolué davantage. Quand il s'agissait de philologie, on trouvait, M. Salpitini a très bien exposé ce matin, il fallait savoir connaître avant tout le contenu du manual de Grammatica Historica de Ramon Ménez Pidal et évidemment savoir feuilleter le Breve Diccionario Etimológico de Minas. D'autant que ce Breve Diccionario était à la disposition des candidats. On pouvait également lire la Historia de la lengua española de Rafael Lapesa, qui est toujours un ouvrage toujours utile. Alors, un ouvrage plus récent de Bernard Potier, L'introduction à l'étude linguistique de l'espagnol, rendait aussi les plus grands services.
Et c'est ce livre que j'ai développé avec mon maître pour publier. Donc, c'est la grammaire historique voilà, qui a été publié par la suite, qui est parti de ce livre pionnier de Bernard Potier. Alors, les moments, d'ailleurs, pour l'élaboration de ce livre, les moments que j'ai passés avec Potier pour nous concerner, trouver les meilleures formulations, sont des moments très émouvants de ma carrière et j'y suis très attaché et je pense beaucoup à lui. Alors, il faut observer, et ça c'est une expérience de mes années, il y a les années 80, dans les années 80 en somme. La présence de Maurice Mollo dans le jury a imposé une linguistique assez marquée par la pensée, les idées de Gustave Guillaume. Et en tout cas, l'ouvrage s'est donc largement ouvert à la syntaxe, tout en tendant peut-être à s'apparenter un peu trop à une école, celle très active des guillaumiens français. Donc, la philologie est devenue linguistique, mais ça a été pendant longtemps une linguistique peut-être assez monochrome dans une certaine mesure. Très bien, on a d'excellents guillaumiens parmi les collègues, mais aujourd'hui, je dirais que l'épreuve de linguistique s'est largement ouvert. Et bon, c'est très bien dans le cadre de ce séminaire humanitaire, donc, à d'autres formes de pensée. Et l'important, on a compris, ce n'est pas de réfléchir dans une certaine... c'est savoir utiliser des outils de manière satisfaisante et pertinente. Je crois que l'épreuve de linguistique a beaucoup gagné en maturité dans les 30 dernières années. Alors, il faut prendre en compte aussi une autre chose. L'agrégation possède en définitive ses propres épreuves, qu'elle peaufine, qu'elle améliore inlassablement. Le ministère a toujours cherché à en diminuer le nombre. Une autre observation que je peux faire, c'est que l'agrégation d'espagnol, l'agrégation d'anglais, l'agrégation d'allemand, etc., bien sûr, je parle des agrégations de langues, ont chacune sa spécificité. Et on l'observe, et je l'ai compris justement en étant président du jury et en fréquentant mes collègues présidents du jury des autres agrégations, eh bien, les épreuves ne sont pas les mêmes. Les épreuves ne sont pas les mêmes. Il y a par exemple, dans l'agrégation d'anglais, une épreuve qui est redoutable, qui est redoutée des candidats, c'est l'épreuve de compréhension orale. C'est entendre un texte au candidat, et puis bon, il s'agit ensuite d'en discuter. Voilà. Alors, d'autre part, je voulais dire que le président a une lourde responsabilité morale et administrative. Il doit d'abord constituer son jury, équilibrant, les autres présidents qui sont ici le savent, toutes les régions de France, les hommes et les femmes, etc. C'est très intéressant et compliqué, et c'est une préoccupation constante. Heureusement, les présidents sont assistés d'un indispensable secrétaire ou d'une secrétaire et de l'outil très utile d'un logiciel informatique performant et également donc cette grille extrêmement ingénieuse et magnifique qui, selon un modèle mathématique parfait et reconduit d'année en année, les empêche aux candidats d'être deux fois devant le même évaluateur. C'est quelque chose de très très bien. Voilà. Bon, je voulais vous dire aussi quelque chose qui concerne les postes. Ça a été dit très justement par M. Yann Perron tout à l'heure. Les postes sont restés à un nombre à peu près égal depuis
malgré les fluctuations, il faut tenir compte que si il y a 50 ans, il y avait 90 postes, il n'y avait pas d'agrégation interne et d'autres types de concours, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on n'en est pas loin. Enfin, il y a quand même davantage de candidats. Voilà. L'agrégation interne comporte 41 postes en 2021. Alors, en ce qui concerne, ça a été également dit, on va se répéter maintenant. Du point de vue des études universitaires, l'agrégation jouit d'un très grand prestige. Je crois, du fait de son utilité. Elle impose un gros effort aux universités en termes de moyens humains et économiques. Elle est un objectif à atteindre pour les étudiants et bien des préparations en licence et master sont conçues dans cette perspective, sans compter l'attention des maisons d'édition en Espagne et en France qui gèrent leur stock en y pensant. Lorsque le livre de Brenner est mis au programme de l'agrégation d'espagnol, je vous garantis que les cathédrales castellennes, c'est-à-dire les maisons éditoriales et les maisons d'édition en Espagne le savent et s'en préoccupent. Et même, je dirais que le livre de Guanamor bénéficie alors d'une attention, je crois, plus importante encore dans les universités espagnoles parce qu'il est au programme de l'agrégation. J'en ai souvent fait l'expérience. Je vais terminer. Le concours national. Le concours national, je pense que le mot n'a pas encore été prononcé aujourd'hui, mais je crois que c'est une spécificité de la France. Les autres pays, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, fonctionnent différemment. Les académies recrutent directement les diplômés titulaires d'un master formés à la pédagogie. En France, lorsque le président du jury reçoit les admissibles venus de toute la France, il ou elle a l'honneur d'évaluer les meilleurs étudiants issus de toutes les académies d'un pays. Personnellement, 4 ans durant, j'y ai été très sensible lorsque j'étais président. Alors, périodiquement, la fin du système est annoncée. Ce fut le cas en 1968. Ça a été le cas il y a relativement peu d'années. J'entendais, lorsque j'étais en tant que professeur à Nanterre, recteur d'académie qui annonçait la disparition prochaine de l'agrégation. Alors, avant de faire disparaître ce qui est tout de même un fleuron national, je voudrais qu'on y réfléchisse et qu'on ne mésestime pas, ne sous-estime pas le gros avantage de ce concours anonyme et donc, normalement, je crois juste. Merci beaucoup, Bernard Davor, pour cet exposé. Et en effet, je crois qu'il est bon de rappeler que l'agrégation n'est pas un vestige archaïque du passé, qu'elle a su évoluer, se réinventer, qu'elle se reformule constamment. Je le dis parce qu'en effet, les étudiants curieux qui songent à s'inscrire nous consultent souvent comme s'il fallait parler d'une chose héritée presque de l'Ancien Régime, pas du tout. Et merci d'avoir souligné cette évolution et cette reformulation constante. Voilà, je cède tout de suite la parole à un autre ancien président de jury de l'agrégation d'espagnol, externe, et c'est Eric Fiesbach. Merci Eric. Bien, bonjour à tous ici et ailleurs. Je voulais avant de commencer donc remercier les organisatrices, il n'y a que des organisatrices. Et j'ai entendu des 2 jeunes lauréats, récents lauréats que j'ai vus, les 2 en 2019, puisqu'il y en a un qui était auditeur libre en 2019.
je suis bien content de le voir. Puis j'ai entendu un mot qui m'a bien plu, c'est le mot bienveillance du jury. J'ai beaucoup apprécié ce mot bienveillance du jury. Je peux vous dire que de mon temps, je n'avais pas du tout l'impression d'une grande bienveillance du jury, même plutôt l'inverse. Alors, j'ai été invité à participer à cette journée de réflexion sur le concours, évidemment, en tant qu'ancien président du jury, mais je dois dire que, comme beaucoup d'entre nous, hein, mon histoire avec le concours est plus ancienne et plus large. Alors, j'ai commencé il y a au siècle dernier mes études. J'oublie ma casquette d'américaniste, et j'ai oublié ma casquette d'américaniste en tant que président du jury, également en tant que président de la SHF, au moment pour défendre ce qui était l'ensemble de l'hispanisme. Mais j'ai commencé quand même, l'un de mes premiers contacts avec prépa, c'était pas l'université, mais en prépa, c'était pour m'entendre dire que je parlais un néo-castillan. Bon. Et évidemment, donc ça commençait pas très bien. Et puis après, évidemment, à l'époque, alors Bernard, tu parlais de 90 postes, je ne me rappelle pas, quand j'ai commencé mes études, donc j'ai commencé en prépa en 78, il n'y avait pas 90 postes, c'était plutôt entre 15 et 18. Donc pour moi, l'agrégation, déjà le concours de l'ONU, c'était l'Himalaya, et l'agrégation, mais c'était vraiment une sorte d'Everest à peu près inatteignable, et je n'envisageais même pas de pouvoir l'avoir. Bon. Donc, pour revenir assez rapidement, donc j'ai eu l'honneur, parce que c'est vraiment un honneur, et je pense que le président en a tout à fait conscience, Bernard l'a dit, Hélène qui m'a succédé le pense également, je le sais, c'est un honneur de présider ce concours. Je l'ai présidé entre 2016 et 2019, donc 4 sessions. Bien sûr, pour ça, il a fallu que je l'obtienne. Donc moi, ce n'était pas aussi loin dans le temps, ce n'était qu'en 84, donc ça fait quand même un certain temps. Et il a fallu que je fasse partie du jury pour pouvoir être, je n'envisageais même pas du tout la présidence, hein, mais j'ai été plus récemment que Bernard, mais j'ai été une première fois membre du jury entre 2004 et 2007, une deuxième entre 2012 et 2015, avant d'assurer la présidence. Et j'ai aussi à mon actif 4 années de participation au jury du CAPES externe, celui d'avant, et l'agrégation interne de session. Donc, j'ai une longue expérience des concours qui m'a permis de mesurer un certain nombre de choses, en essayant de ne pas trop répéter, mais pour revenir sur ce que disait Bernard à la fin de son intervention, sur la nécessité de préserver un système de recrutement, j'insiste sur le terme recrutement, moi aussi, qui garantit à la fois une qualité, la qualité des enseignants recrutés, ce qui est valable d'ailleurs pour les CAPES également, et qui garantit un traitement juste et équitable et une homogénéité du recrutement sur le territoire. Et ça me paraît une chose absolument fondamentale, bien évidemment. Autre point que cette longue expérience des concours m'a permis de mesurer, c'est les différences sensibles et de plus en plus marquées entre les différents concours et la complémentarité entre les 3 concours, hein, CAPES, les 2 externes et l'agrégation interne, et donc l'impact de différentes réformes. Alors, c'est un mot que j'ai toujours du mal à utiliser, ce mot réforme, parce que pour moi, réforme, ça implique plutôt de corriger quelque chose, d'améliorer le fonctionnement de quelque chose, donc de garder ce qui est bien et pas forcément de tout renverser pour faire autre chose. Ça, pour moi, j'ai du mal avec ce mot, mais bon, j'ai pu mesurer l'impact au cours de ces donc 37 années, dont celle où j'ai été au jury. Par exemple, lors de ma première participation au concours, au jury du concours, j'ai connu la réforme qui a consisté, alors Bernard disait qu'au départ, il y avait 7 épreuves. Moi, en tant que candidat, puis ensuite en tant que membre du jury, j'en ai connu 5 à l'oral et 4 à l'écrit. On en est à 3
Donc, on a réduit, effectivement, on va dans le sens de la réduction. Donc, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours très, très peur, parce que réduire, ça veut dire réduire aussi autre chose derrière, hein, dans ce que ça veut dire en aval. Et donc, les deux épreuves de traduction ont été réunies. Bon, passe encore. C'est vrai qu'on a rallongé le temps de l'épreuve, mais en fait, on l'a rallongé, mais on l'a diminué, parce qu'on est passé de 10 heures à 6. Et l'autre réforme depuis le début de ce siècle, ça a été de supprimer une des épreuves orales. Et on sait bien, je enfonce des portes ouvertes, mais que ce n'était absolument pas pour des raisons ni pédagogiques, ni qualitatives, ni rien du tout. Ce n'était que pour des raisons budgétaires. Il faut quand même être clair. Et à l'époque, la discussion portait sur que supprime-t-on? Évidemment, ni la leçon ni l'explication, mais laquelle des trois autres? Le choix s'est porté, alors je ne vais pas dire malheureusement ou pas malheureux, enfin, moi personnellement j'ai trouvé ça très regrettable, et on parlait de certaines épreuves qui avait été dommage de supprimer à l'époque parce que la qualité des épreuves pour des enseignants de langue, c'était discutable. L'épreuve de thème oral, tant redoutée par certains, lorsqu'ils étaient candidats, lorsque nous étions candidats, autant que celle de linguistique par certains quand ils étaient candidats, quand nous étions candidats. Bon, on a tous été à l'époque membres du jury, d'accord, pour dire que c'était vraiment dommage parce que c'était une épreuve qui mettait le candidat professeur de langue directement en contact avec une spontanéité de la langue que les autres épreuves ne peuvent pas mesurer. Donc, c'était regrettable, c'est passé, bon, c'est passé, et maintenant on a complètement oublié, mais c'était quand même, à mon avis, regrettable, ce qui fait qu'il y a certaines réformes qui se font, c'est pour ça que le mot réforme, j'ai un peu de mal, au détriment de quelque chose, et au détriment d'une formation, me semble-t-il. Alors, donc, différentes réorganisations, que je préfère à réforme, c'est plus neutre, hein, ça peut être pour le bien, pas la bien ou pas la mal. Les différentes réorganisations ont surtout modifié les attendus du CAPES depuis le siècle en cours, puisque, d'une certaine façon, je simplifie, je suis un petit peu réducteur, un petit peu exprès, mais finalement, à un haut niveau, dans ce que j'ai pu observer, à la fois en tant que membre de jury, en tant que préparateur, etc., à un haut niveau d'exigence scientifique universitaire, se sont en quelque sorte substitués, je simplifie, des attendus pédagogiques, didactiques et donc professionnels, entre guillemets. Un terme aussi que j'ai tendance à avoir un peu de mal à admettre à l'université, parce qu'on nous met des professionnels dans les formations comme si nous étions finalement des amateurs. Il faut mettre des professionnels pour justifier un certain nombre de formations. Passons. Cela a eu quand même des incidences importantes, ces modifications. Je ne vais pas dire le niveau, pas une question de niveau. Je veux dire, d'une part, là où finalement il était assez facile, assez cohérent, assez pertinent pour les centres de préparation de préparer à la fois, et pour les candidats, de préparer à la fois le CAPES et l'agrégation, les programmes étant à l'époque en partie communs, les épreuves semblables, au fil du temps, c'est devenu quasiment impossible. Actuellement, les logiques des concours se sont éloignées et s'éloignent, sans parler des calendriers. J'ajoute à l'époque, et de mon temps d'étudiant, moi j'ai eu le CAPES et l'agrégation 2 jours d'affilée. Hein. Le 3 juillet, le 4 juillet, le CAPES. Au fil du temps, c'est devenu impossible. Beaucoup de candidats préparaient, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les 2 concours, à tel point que les jurys, les présidents de jury s'arrangeaient pour faire passer les candidats
l'agrégation le plus tôt possible dans les oraux d'admission pour qu'ils ne prennent pas de place ensuite dans les jurys au CAPES. Je me rappelle, moi, en tant que préparateur, avoir appelé une de mes candidates qui passait les 2 concours à l'époque, l'avoir appelée à Nice en disant ne passe pas l'oral, tu es reçu. Et elle passait l'oral le lendemain. Maintenant, c'est quasiment impossible, même lorsque les programmes des 3 concours se rapprochent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. La autre observation, et j'avais eu l'occasion d'en parler avec des collègues, dont certains partageaient le jury avec moi, c'est que la modification des prérequis et du niveau du diplôme, puisque jadis, la licence permettait de préparer le CAPES, le CAPES était un bac+3, et l'agrégation, la maîtrise à l'époque, permettait de préparer l'agrégation qui était donc un diplôme de bac+4. Maintenant, les deux sont de bac+5, ce qui pose évidemment un problème, parce que finalement, les 2 préparations à l'époque, CAPES et agrégation, avaient un statut à part à l'université. Donc, je dis à l'université en général, c'est-à-dire que c'était des préparations non diplômantes, mais qui avaient le prestige de préparer les concours. Et qui étaient donc légitimes de ce point de vue-là. Je dirais même presque budgétairement légitimes. Alors, le problème qu'on rencontre maintenant, c'est que le CAPES, nouvelle formule depuis 2010, même s'il évolue depuis 2010, est indissociable d'une formation diplômante, le MEF, depuis la réorganisation de 2010. Donc, il garde sa place au sein de l'université, même si c'est en partie l'université, selon les rectorats et les INSPE, ce n'est pas forcément exactement organisé de la même façon, mais peu importe. Mais ce n'est pas le cas de l'agrégation. Il n'est pas lié à un master. Alors, on sait tous triturer les ménages dans tous les sens pour essayer de faire rentrer une préparation de master, d'agrégation dans un master bon, mais en fait, c'est pas possible. C'est comme de faire rentrer un œuf dans un DAQ, je sais pas. Donc, et de fait, la préparation a quand même disparu dans plusieurs universités, dont la mienne. L'université d'Angers, dès 2010, dès que le MEF a été mis en place, toutes les agrégations, toutes, il n'y a pas que celle de Semaine, il y en avait 5 à l'université d'Angers, elles ont toutes disparu. Lorsque j'étais président du jury de l'agrégation extrême, président du concours, je disais que l'Académie des Pays de Loire était une des seules académies où il n'y avait pas un seul disciple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus une seule préparation. Simple, elles ont toutes été fermées. Nantes a réussi à garder une année de plus que nous, une ou deux, mais après, il n'y en a plus. Et ce n'est pas une préparation diplômante. Donc, investir un nombre d'heures, 120, 150 heures pour 5 personnes, 5 étudiants, ben non, on raille de la carte. Et je précise, en Pays de Loire, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de candidats. La preuve, à l'agrégation interne, il y en a. Mais il n'y a pas de préparation, donc je suis réjoui tous les ans de voir que d'anciens étudiants sont reçus à la Nanterre, sont reçus à Paris 3. Je me demande d'ailleurs, qu'est-ce que vous nous recommandez comme préparation Paris 4, Paris 3, Nanterre. J'ai écouté, j'ai d'excellents collègues dans toutes ces préparations, donc il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Certains étaient au jury. Je ne peux pas vous recommander quoi que ce soit. Je rappelle aussi une autre chose, et ça je l'ai vécu aussi comme président, c'est qu'un candidat, et certains ne le savent pas, ne le savent toujours pas, et j'ai été sollicité par des collègues préparateurs pour préciser les choses, je pense que ça n'a pas changé depuis, c'est qu'un candidat admissible doit pouvoir fournir la
l'attestation de sa réussite au Master 2 complet, donc l'obtention du Master 2 le jour de la proclamation des résultats de l'admissibilité. Ce qui fait que c'est quasiment une mission impossible. Ça rend de fait l'agrégation diplôme de bac plus, enfin diplôme, grade de bac plus 6. Ce qui est difficile à faire admettre à certaines universités, de la mienne en tout cas, c'est évident. J'ai eu le cas, pendant les années où j'ai présidé le jury, de candidats admissibles, mais finalement, rayer les listes parce que, n'ayant pas, et certains ne le savent pas. J'ai eu des candidats lauréats du CAPES demandant un report pour pouvoir préparer l'agrégation, la préparant et se rendant compte qu'ils n'avaient pas le Master 2. Donc, de toute façon, et ils ne l'auraient pas avant le 30 avril, ou le 2 mai, ou le 3 mai, ou le 7 mai. Il n'y a pas de master qui tienne à ce moment-là. À mon avis, il n'y a pas de master qui tienne, ou alors on fait un master qui est un master à part, qui n'a pas de mémoire de recherche, qui n'a rien du tout. Alors j'avais l'habitude, je vais bientôt finir, mais j'avais l'habitude d'accueillir les étudiants à l'agrégation, admissibles à l'agrégation, en leur rappelant ce haut niveau d'exigence scientifique dont on a parlé, ce haut niveau d'exigence éthique de ce concours de recrutement, très sélectif. Je leur disais, même par exemple à ceux qui me disaient « Est-ce que je peux passer l'oral en short ?» Non, vous ne passez pas l'oral en short. C'est le concours le plus élevé de la fonction publique dans l'enseignement. Donc il y a un certain respect à lui devoir et à devoir au jury, à devoir, etc. Donc c'est quand même un concours d'excellence qui permet, ça a été dit, Yann l'a rappelé, ça permet évidemment d'enseigner dans les lycées, ça permet d'enseigner dans les classes préparatoires, ça permet d'enseigner dans les BTS et ça permet d'enseigner dans les universités. Certains agrégés, et on a le cas là, certains agrégés décident à un moment ou à un autre de franchir le pas du doctorat, donc de viser plus haut. Donc il me semble, pour finir, moi je suis un fervent défenseur de ce concours de recrutement. Je suis bien conscient que c'est un concours de recrutement avant tout. Que le maître d'œuvre, c'est évidemment le ministère qui cherche à mettre des enseignants devant des élèves, mais c'est un concours d'excellence, et M. Serpiglini a parlé tout à l'heure de légitimation du savoir, de validation. Je pense que ce n'est pas simplement pour celui qui la passe, cette légitimation. Je pense que le concours lui-même nous légitime tous derrière. Je pense que de ce côté-là, c'est extrêmement important. C'est une exception française, oui, mais bon, ce n'est pas parce que c'est une exception que l'exception, il faut la mettre de côté. Je pense que l'exigence, j'ai toujours pensé depuis le début, que l'exigence, les compétences scientifiques, la polyvalence sont des effets, elles sont indispensables à la transmission des connaissances, des bonnes pratiques, etc. Sans compter que l'agrégation, et ça c'est aussi un aspect important, l'agrégation, les programmes de l'agrégation qui sont extrêmement complexes à réaliser, à trouver, pour trouver les équilibres entre les différentes disciplines que recouvre l'hispanisme, puisque nous ne sommes pas une discipline, et nous ne sommes pas que la langue, nous sommes plein de choses différentes. C'est extrêmement compliqué. Et pour avoir pratiqué ça pendant 4 ans, c'est extrêmement compliqué. Et évidemment, on fait plus de mécontents que de contents. Mais c'est surtout que les programmes des concours jouent un rôle très, très stimulant, comme on l'a dit, dans la recherche universitaire. Alors, je ne veux pas parler des éditions.
mais dans la recherche universitaire, dans la production de savoir, d'une part, c'est très stimulant, et la mise en valeur de certains domaines ou de certains sujets ou de certains thèmes qui restent dans l'ombre, sinon. Donc je ne parlerai d'aucune question parce que je ne veux pas mettre en valeur ni ce que j'ai pu mettre au programme, ni ce que pu mettre d'autres collègues, mais il y a certains domaines ou certains auteurs qui n'auraient sans doute pas existé. Je vais d'abord parler du livre des Moyen-Âge, mais il y a d'autres domaines qui n'auraient sans doute pas eu droit au chapitre, finalement, dans l'université française, voire ailleurs. Je connais certains, effectivement, auteurs qui ont pu percer dans la librairie française, dans l'édition française, grâce au jeu du cours. C'est quand même un rôle important. Il y a quand même un rôle moteur. Bon, et puis, pour les lauréats, il y a quand même, pas tous, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont liés directement ou indirectement à des questions au concours. Donc, je pense que c'est, ne serait-ce que pour ces aspects-là, donc ce dynamisme dans la recherche, qui évidemment va après se refléter dans ce qui est, dans ce qui est l'enseignement secondaire, c'est un rôle moteur, pour moi, fondamental. Et je me réjouis d'avoir pu contribuer à une modeste place de président d'un jury qui faisait le travail. Le président, il fait un autre travail que le jury qui, lui, recrute réellement. C'est le président qui signe, mais c'est le jury qui recrute. Je me réjouis d'avoir pu, disons, recruter pour le ministère 200 agrégés pendant les 4 sessions. On parlait de stabilité des chiffres du nombre de postes mis au concours. Il a sensiblement baissé quand même entre ma première et ma 4e présidence. Donc, le concours se maintient, certes. Mais bon, et je voulais juste finir sur la question, puisqu'on a parlé de la norme tout à l'heure. Comme je disais, on m'avait dit que je parlais un néo-castillan à l'époque, donc dans les années 60, fin des années 70, début des années 80. Je me réjouis aussi, parce que j'ai eu affaire avec certains présidents de jury qui n'aimaient pas trop justement le néo-castillan. Je me réjouis de voir que les normes évoluent aussi et qu'un américaniste a pu être président du jury de ce concours sans pour autant mettre l'américanisme au devant et mettre tout le reste derrière.